Je m'appelle Zoé Harper, et je me souviens parfaitement du moment précis où j'ai cessé d'être la fille. Le jour où ils ont arrêté de faire semblant de nous aimer de la même façon. 1 an après ma remise de diplôme, je me tenais de l'autre côté de la rue, regardant les flammes dévorer la maison que j'avais reconstruite de mes propres mains. Et quand Chelsea, ma sœur jumelle, était là, sur le trottoir, en train de sangloter et de hurler à cause d'un soi-disant court-circuit, je n'ai pas bronché. J'ai simplement murmuré. Tu aurais dû laisser les choses comme elles étaient. Vous est-il déjà arrivé d'être trahi par ceux qui étaient censés vous protéger plus que tout? Dites-moi d'où vous me regardez. Et si vous avez déjà dû reprendre votre pouvoir en silence, vous comprendrez. Mais revenons au début. Le jardin était décoré de tentes blanches et de compositions florales dignes de Pinterest. Le genre de décor qui murmure, on a une vie parfaite, même si, sous la toile, personne ne l'a vraiment. C'était notre fête de fin d'études. Celle de Chelsea et la mienne. Nous sommes jumelles, fausses jumelles. Différentes depuis la naissance. Elle, c'est le projecteur. Moi, la technicienne de l'ombre. Ça a toujours été comme ça. Le tintement des coupes de champagne. L'odeur d'un traiteur hors de prix. Un fond de jazz discret qui flottait au-dessus des rires polis de nos proches. Tout semblait normal, jusqu'à ce que ma mère, Jocelyn, se poste près de la cheminée extérieure et lève son verre, les yeux pétillants d'un éclat un peu trop théâtral. Nous sommes tellement fiers de nos filles, commença-t-elle en pressant légèrement l'épaule de Chelsea. Vous avez toutes les deux obtenu votre diplôme avec mention, et ce n'est pas rien. Votre père et moi voulions marquer le coup avec quelque chose de spécial. Je me suis redressée légèrement. Il y avait quelque chose dans son ton. Ce n'était pas son habituel compliment creux, lancé comme des paillettes. Cette fois, ça pesait. Comme si quelque chose d'important allait vraiment se passer. Puis il y eut le bruit d'une boîte qu'on ouvre. Pas une petite boîte à bijoux. Quelque chose de plus lourd. Un cliquetis métallique. Mon père, toujours le partenaire silencieux dans leur mariage spectacle, sortit un élégant porte-clés blanc, accroché à une fine chaîne en or rose. Il le fit briller au soleil pour que tout le monde le voie. Chelsea, ton nouvel appartement en centre-ville t'attend. 26e étage, vue panoramique, entièrement meublé. Des exclamations. Des applaudissements. Et le cri parfaitement joué de Chelsea en retour. Elle poussa un tel hurlement aigu que le caniche de nos voisins, jusque-là endormi, se réveilla en sursaut. « Oh mon Dieu, vous êtes sérieux ?» cria-t-elle en se précipitant vers eux. « Celui près des quais ?» Ma mère sourit avec indulgence. « Bien sûr, ma chérie. Tu mérites quelque chose d'inspirant pour commencer ton avenir. » Chelsea les serra tous les deux dans ses bras, presque en ronronnant sous les flashs des téléphones. Ma tante Danielle filmait déjà la scène. Et moi, je restais là. Mon verre de citronnade tiédissait dans ma main. Puis les regards se tournèrent vers moi, comme si tout le monde venait seulement de se rappeler que j'existais encore. C'est là que mon père me lança quelque chose. Ce n'était ni brillant, ni doré, ni même propre. Un trousseau de 3 vieilles clés en laiton rouillé atterrit à mes pieds avec un léger tintement. « Zoé », dit ma mère sans vraiment me regarder. « Il y a une propriété côté haie. Elle a besoin d'un peu d'huile de coude. Considère ça comme une toile vierge. » Une toile vierge. Ça sonnait comme une menace. Je me penchai pour ramasser les clés. L'une d'elles avait encore une étiquette en plastique. 37 c'est Oakley Cabanon à l'arrière à rénover. L'écriture était passée, comme si elle datait d'il y a 10 ans. C'est une blague ? Demandai-je en la fixant. Chelsea reçoit un pantouse et moi un piège à incendie ? Chelsea ricana. Oh, ça va, ce n'est pas si terrible, non ? Dit-elle, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Pourquoi est-ce que j'ai toujours moins ? Les mots sortirent brusquement, sans filtre. Je ne cherchais pas à faire une scène, mais la brûlure derrière mes yeux me trahissait. Personne ne répondit. Ni ma mère. Ni mon père. Même pas Chelsea, déjà occupée à filmer la révélation de son appartement pour Instagram. J'ai posé une question, insistai-je plus fort. Le vent se leva légèrement, faisant frissonner les serviettes en papier. Quelqu'un tout sauta.
Toujours rien. Pas même un signe d'embarras de la part de mes parents. C'était comme si je n'existais pas. Alors j'ai laissé tomber les clés. Elles heurtèrent la pierre avec fracas. Puis je suis partie. J'ai traversé les invités, passé l'arche de ballon pastel, dépassé les tentes au chardonnay, tous occupés à faire semblant de ne pas avoir vu une fille recevoir une gifle en public. Derrière moi, j'ai entendu Chelsea rire encore. Mais dans ma poitrine, quelque chose s'était tu. Comme une porte dont j'ignorais qu'elle était ouverte et qui venait de claquer pour de bon. Ce n'était pas un malentendu. C'était ainsi qu'il me voyait. Et ça m'a fait plus mal que je ne pourrais jamais l'exprimer. Mais ce fut aussi le moment où j'ai décidé que je ne leur demanderais plus jamais rien. Ni aide. Ni amour. Ni permission. Ils m'ont donné une ruine ? Très bien. Je l'ai transformée en couronne. Et un jour, ils s'étoufferaient avec. Cette nuit-là, je me suis recroquevillée dans le vieux lit grinçant où je dormais depuis le collège. Une fissure au plafond, vaguement en forme de Texas, me fixait comme une mauvaise blague. Mon diplôme reposait sur le bureau, encore dans sa pochette en cuir. Je ne l'avais même pas sorti. Les clés de ces 3 morceaux rouillés d'insultes étaient posés à côté, captant la faible lumière du plafonnier fissuré. Je n'ai pas pleuré. J'aurais dû. Mais c'était pire que ça. Cette douleur silencieuse, quand la colère s'éteint et qu'il ne reste qu'un vide. J'ai pris mon téléphone. J'ai regardé l'écran 1 minute. Puis j'ai écrit à la seule personne qui me connaissait mieux que moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Les 3 petits points sont apparus immédiatement. Marisa. Exister trop discrètement. Voilà quoi. Tu veux que je vienne ? J'ai hésité avant de répondre. Oui. Apporte de la glace, et peut-être une pelle pour que je puisse m'enterrer dans le jardin. Elle a répondu avec un emoji tête de mort et une avalanche d'emojis snack. 20 minutes plus tard, elle était à ma fenêtre comme au temps où on s'échappait en douce pour des virées nocturnes. Je n'ai même pas attendu qu'elle frappe. J'ai ouvert la moustiquaire et l'ai laissée grimper. Ta mère m'a regardé comme si je vendais de la drogue, dit-elle en posant un sac plastique rempli de cochonneries sur mon lit. J'ai l'air dangereuse avec mes chaussons lapins ? Marisa faisait 1,50 m à tout casser, mais avec l'attitude d'un linebacker de 2 mètres, et un cœur assez grand pour porter ma douleur, même quand j'essayais de la cacher. Elle sortit une glace menthe chocolat et 2 cuillères en plastique. J'en pris une sans rien dire et mangeai directement dans le pot. Alors, reprit-elle après 1 minute, rappelle-moi pourquoi ils ont offert à Chelsea un pantouse et t'ont refilé un risque de tétanos vivant ? Je ne sais pas, marmonnai-je, la bouche encore glacée. Elle a toujours été la préférée. La drôle, la brillante, celle qui mérite les choses, j'imagine. Marisa leva les yeux si fort que j'ai juré qu'elle venait d'apercevoir une autre dimension. Personne ne mérite un appartement de luxe entièrement meublé juste parce qu'il a su respirer pendant ses années de fac. Et ils ne t'ont même pas regardé quand tu as demandé pourquoi ? Non. Rien. Comme si je ne valais même pas une réponse. Parce que s'ils te regardent vraiment, dit-elle, ils devront admettre ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est inconfortable. On est resté silencieux un moment. Puis elle jeta un œil aux clés. Alors, il se trouve où exactement, ce décor de film d'horreur qu'ils t'ont refilé ? Je haussai vaguement les épaules. Côté est. Avenue Oakley. Elle cligna des yeux. Oakley ? L'endroit où même Google Maps refuse d'afficher Street View ? Oui. Un temps. On y va, déclara-t-elle en se levant d'un bond. Prends ton sweat et les clés. J'ai fait le plein. Et j'ai une indignation morale prête à exploser. Je ris. Vraiment. Pour la première fois de la journée. Tu es sérieuse ? J'ai acheté du spray au poivre et j'ai le réservoir plein. Je me sens invincible. On s'entassa dans sa vieille Civic, celle avec le volant recouvert de paillettes et l'odeur de chewing-gum à la cannelle incrustée dans les sièges. En roulant, on dépassa des centres commerciaux, puis des trottoirs vides. Les lampadaires clignotaient par intermittence, comme un avertissement. La ville s'effaçait peu à peu dans un silence étrange. Pas paisible. Juste, oublié.
Là, dis-je en pointant une boîte aux lettres de travers, le numéro 37 s'est à peine accroché. Ça, ralentit Marissa, ce n'est pas une maison. C'est un défi lancé par l'univers. Elle se tenait en retrait de la rue, comme honteuse. Des lianes grimpaient le long des murs, pareilles à des doigts griffant la façade. Le porche s'affaissait au milieu comme un dos fatigué. La porte d'entrée semblait avoir été défoncée un jour et ne jamais s'en être remise. Pas de lumière. Aucun signe de vie. J'ouvris le portail. Il grinça comme un avertissement venu d'outre-tombe. Allons rencontrer ton charmant nouveau domaine, murmura Marissa. Je marchai vers la maison censée être mon cadeau, le cœur serré. Et au fond de moi, je savais que c'était là que tout allait commencer à changer. On resta figé sur l'allée de béton fissuré. La maison se dressait devant nous comme si elle avait quelque chose à dire et rien de bon. Bon, chuchota Marissa en plissant les yeux vers la gouttière. Elle tient avec de l'espoir et un seul clou. La pelouse avait abandonné la partie depuis longtemps. Les mauvaises herbes régnaient en maître. Une fenêtre était condamnée par des planches. Une autre, simplement absente. La porte moustiquaire pendait d'une seule charnière, oscillant doucement dans la brise nocturne comme pour nous supplier de faire demi-tour. Malgré tout, j'avançai. Mes doigts se resserrèrent sur la clé, déjà rouillée au niveau des dents. Zoé, dit Marissa prudemment, je vais être honnête. Si je voyais cette maison dans un film d'horreur, je hurlerais à l'écran pour que la fille fasse demi-tour. Moi aussi, murmurai-je. Mais la fille n'écoute jamais. Elle soupira. Bon. Alors je serai la meilleure amie sarcastique qui survit à la fin. J'insérai la clé dans la serrure. Elle résista, puis céda avec un déclic métallique brutal. La porte s'ouvrit dans un grincement qui me remonta le long de la colonne vertébrale. L'air à l'intérieur était rance. Comme un grenier scellé trop longtemps. Mais il y avait autre chose dessous. Une odeur de brûlé. De ruine. On entra. Mes baskets crissèrent sur ce que je compris être du verre brisé mêlé à de la terre et à des éclats de peinture. Le couloir était étroit, sombre. Le papier peint se décollait comme du vieux parchemin. Marissa alluma la lampe de son téléphone. Oh mon Dieu! Cette maison a divorcé du concept de sécurité. On avança. Le salon était vide, à part une étagère effondrée dans un coin et un ventilateur de plafond pendant trop bas, 2 palnettes arrachées. Des traînées sombres descendaient des murs comme des larmes anciennes. Puis on vit les traces. Un PN entier du mur gauche était noirci, carbonisé. Le plâtre s'effritait sur les bords. L'odeur de suie était plus forte ici. Marissa s'approcha et tapa doucement du dos des phalanges. De la poussière noire tomba comme une neige sombre. Il y a eu un incendie ici, dit-elle doucement. Je ne répondis pas. Je passai dans ce qui avait peut-être été une salle à manger. Le lustre avait fondu en une torsion de cuivre. Un cadre de fenêtre vide laissait passer des lianes qui s'enroulaient comme des doigts cherchant à reprendre possession des lieux. Ma poitrine se serra. Ce n'était pas un peu d'huile de coude. C'était abandonné. Brisé d'une façon qu'aucune jeune diplômée ne pouvait réparer. Surtout pas avec $148 sur son compte bancaire. Et tout le feu qui m'avait tenu debout, la colère, la fierté, la trahison, s'effondra d'un coup. Je me suis assise dans la poussière. Pas dramatiquement. Juste, épuisée. Il savait, murmurai-je en fixant les lames du parquet. Il savait que cet endroit était comme ça. Ils ne m'ont pas donné une toile vierge. Ils m'ont donné des déchets en appelant ça du potentiel. Marissa s'accroupit à côté de moi et posa une main sur mon genou. Zoé. Je secouai la tête. Je suis fatiguée de faire semblant que ça ne fait pas mal. De prétendre que c'est normal d'avoir toujours les restes. Les places les moins chères. Les clés rouillées. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, Mar? Tu n'as rien fait de mal, répondit-elle d'une voix basse mais ferme. Tu es juste née en seconde, c'est tout. Ce n'était pas cruel. C'était vrai. J'ai travaillé autant qu'elle. J'ai eu la même moyenne. Je ne faisais pas la fête. Je n'ai pas raté mes examens. Je n'ai rien gâché. Et voilà ce que j'obtiens.
Marissa ne chercha pas à argumenter. Elle regarda autour d'elle, puis se leva et actionna l'interrupteur le plus proche évidemment. Une étincelle. Un petit pop. L'ampoule grésilla avant de s'éteindre. Bon, au moins, dit-elle en époussetant son jean, on sait que le câblage est assez vivant pour être dangereux. Je ris à travers mes larmes. C'était absurde. Toute cette histoire était une blague cosmique, et j'étais le punchline. Mais Marissa se tourna vers moi, le regard adouci. Je sais que ça ressemble à une tombe, dit-elle. Mais peut-être que ça ne l'est pas. Peut-être que c'est une toile vierge qui a juste oublié qu'elle était censée devenir quelque chose de beau. Je levai les yeux vers elle. Tu es sérieuse? Elle hocha la tête. Réfléchis. Le feu est déjà passé par là. La nature essaie de l'engloutir. Ça ne peut pas être pire. Je haussai un sourcil. C'est ça, ton argumentaire? Elle afficha un grand sourire. Tu sais que je suis nulle pour les discours motivants. Mais regarde autour de toi, Zoé. Tu ne peux pas tomber plus bas. Alors peut-être que tu reconstruis. Pas parce que tu leur dois quoi que ce soit. Mais parce que, cette fois, c'est à toi. Je balayai du regard la carcasse vide de la maison, ses os silencieux comme en attente. Peut-être que, ici, j'allais désapprendre tout ce qu'il m'avait fait croire sur moi-même. 3 jours après notre visite nocturne digne d'un film d'horreur, j'étais debout au milieu du salon, pieds nus, gants en caoutchouc aux mains, les cheveux en chignon brouillon, un masque anti-poussière sur le visage comme une survivante post-apocalyptique. Marissa était arrivée ce matin-là avec son carnet de croquis, un mètre ruban d'occasion et un enthousiasme que je n'arrivais pas à égaler mais dont j'avais désespérément besoin. Étape 1, déclara-t-elle théâtralement en déroulant du papier craft sur le sol crasseux, on dégage l'espace et on fait l'état des lieux. Étape 2, tu promets de ne pas pleurer quand je te montre ce que ça peut devenir. Je jetai un regard au mur taché de suie et aux fils électriques pendants. Et l'étape 3? Elle esquissa un sourire complice. On devient des légendes. On commença par l'entrée. Le placard n'avait plus de porte, seulement 2 charnières tordues et une odeur que je préférais ne pas analyser. On arracha ce qu'il restait de moquette, pourri par endroits. Et dessous, à notre grande surprise, du parquet. Usé. Fendu. Décoloré. Mais du vrai bois. D'origine, souffla Marissa comme si elle venait de découvrir un trésor enfoui. On garde ça. Même si on doit le poncer à la lime à ongles. Je ne discutais pas. Je n'avais pas l'énergie pour contrer son optimisme. Et peut-être que je n'en avais pas envie. On travailla pendant des heures, décrocher des rideaux gondolés, gratter un papier peint qui se détachait comme de la vieille peau, balayer des débris dans des sacs de chantier avec des balais bon marché qui semblaient se casser toutes les 2 heures. À midi, j'étais couverte de poussière. Mon mascara avait coulé avec la sueur. Mes bras me brûlaient. Mais quelque chose d'étrange se produisait. Mes pensées ne tournaient plus en boucle autour de la trahison. Je n'imaginais plus Chelsea sirotant un latte sur sa terrasse pendant que je m'étouffais dans le plâtre. J'étais ici. Maintenant. À avancer, même d'1 millimètre. Marissa était agenouillée près de la cheminée, griffonnant avec assurance. Bleu marine, marmonnait-elle. Peut-être un marine profond dans la cuisine. On contraste avec du bois récupéré bien chaud. Personne ne s'attend à du dramatique dans une maison à retaper, mais moi, j'adore ça. Tu choisis des couleurs pour une maison sans électricité, fis-je en me laissant tomber à côté d'elle. C'est comme ça qu'on manifeste la transformation. Elle me tendit le carnet. Son dessin était brut, rapide. Mais même dans les lignes tremblées, je voyais ce qu'elle voyait, des étagères flottantes en bois récupéré, des murs sombres et audacieux, un îlot central bricolé à partir de trouvailles de brocante, des textures superposées, des touches d'or doux. Rien de clinquant. Rien de neuf. Quelque chose de vivant. De mérité. On fit une pause sur le perron, buvant une limonade tiède, les jambes pendantes dans le vide. Je ne comprends pas pourquoi tu t'investis autant, dis-je finalement. Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Marissa cligna des yeux, sincèrement surprise. Parce que tu es toi, Zoé.
Et parce que si on peut transformer ce piège mortel en quelque chose de beau, peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'on prouvera que tu n'as jamais été le problème. Le silence s'étira entre nous, lourd et doux à la fois. Je ne trouvais rien à répondre. Alors je hochai simplement la tête. Plus tard dans l'après-midi, on s'attaqua à la chambre du fond, sans doute une ancienne chambre d'enfant, à en juger par les restes de peinture rose écaillée. En sortant un tiroir gondolé d'une vieille commode, quelque chose tomba derrière et roula jusqu'à mes pieds. Un petit ange en céramique. Une aile cassée. La moitié du visage fondu en un tourbillon de glaçure. Mais ses mains jointes en prière étaient intactes. Ses pieds à peine visibles sous les plis de céramique. Je le ramassai doucement, essuyant la poussière. Je connaissais cet ange. Il trônait sur le rebord de ma fenêtre quand j'étais enfant. Ma mère l'avait acheté à une kermesse paroissiale quand j'avais 7 ans. Je m'en souvenais parce que Chelsea l'avait fait tomber lors d'une crise, et que je l'avais recollé avec du vernis transparent et des larmes. C'était il y a des années. Comment est-ce qu'il se retrouve ici? Murmurai-je. Marissa s'agenouilla près de moi. Tu crois qu'ils ont tout entassé ici après l'incendie? Je ne répondis pas. Je tournais l'ange entre mes mains, incapable de comprendre comment un fragment de mon enfance avait fini dans les cendres de cette maison. Peut-être que ce n'est pas un hasard, dit-elle doucement. Peut-être que cet endroit t'a choisi. Je regardais autour de moi, murs calcinés, luminaires brisés. Rien n'avait l'air d'un cadeau. Mais cet ange, cette petite chose à moitié fondue qui avait un jour compté pour moi, ressemblait à un message. Même dans la ruine, quelque chose survit. Quand le soleil descendit, filtrant une lumière dorée à travers les stores brisés, Marissa alluma son enceinte portable et lança un hymne indie sur la reconstruction à partir des os. On frotta les murs jusqu'à s'en écorcher les mains. Nos rires résonnaient dans les pièces vides comme si elles nous appartenaient déjà. Et pour la première fois depuis des jours, je ressentis autre chose que de la colère. Je sentis que, peut-être, je pouvais faire de cette maison la mienne. Pas pour eux. Pas pour prouver quoi que ce soit. Juste parce que j'en avais envie. Il n'y avait rien de glamour à se lever à 6 heures du matin pour ouvrir le café-librairie, puis enchaîner avec une maison qui sentait encore la fumée et le placo humide. Mais la routine devint un refuge. Service du matin. Puis nettoyage jusqu'à en avoir les jointures douloureuses. Le dîner? Ce que je pouvais passer au micro-ondes. Les douches? Tiède au mieux, l'eau de ce quartier était capricieuse. Malgré tout, je revenais. Encore et encore. Et Marissa aussi. J'ai rêvé d'un mur bleu marine, annonça-t-elle un soir en ouvrant la porte arrière, 2 échantillons de peinture dans une main et un paquet de chips dans l'autre. Un marine si audacieux qu'il coupe le souffle. Du genre, elle a vraiment peint toute sa cuisine comme ça? Oui. Oui, elle l'a fait. Je souris en essuyant la poussière de plâtre sur mon sweat. Tu sais qu'on n'a toujours pas de plomberie dans la salle de bain du fond, hein? Phase 3, répondit-elle d'un geste vague. On est en phase 1,5. On détourne l'attention du chaos avec des choix visuels audacieux. À ce stade, l'électricité fonctionnait dans la majeure partie de la maison. Le câblage était catastrophique, mais un électricien du coin avait accepté de tout refaire à prix coûtant quand Marissa lui avait montré notre croquis et expliqué que c'était un projet de sauvetage autofinancé. Les gens ont commencé à aider. Franchement, c'était étrange. Un après-midi, alors que je traînais des étagères gondolées jusqu'au trottoir, Earl, le voisin 2 maisons plus loin, s'est arrêté. Salopette, légère odeur d'huile moteur, une démarche irrégulière à cause d'une vieille blessure. C'est toi, la fille qui retape cette épave, demanda-t-il. C'est moi. Il hocha la tête lentement, observant la maison comme si elle lui devait quelque chose. Elle appartenait à l'ex-femme de mon cousin, avant l'incendie. Je ne savais pas, les maisons ont une ossature, tu sais. C'est dommage de les laisser pourrir. Tu fais ça toute seule? Ma meilleure amie m'aide. Elle est à l'intérieur en train de planifier des crimes chromatiques. Il eut un petit rire. T'as besoin de placard? Je clignai des yeux. Pardon? J'ai refait ma cuisine l'an dernier. Les anciens sont dans mon garage. Bois massif.
Un peu éraflé, mais mieux que ce que t'as là-dedans. Je ne parvins même pas à masquer ma surprise. Vous nous les donneriez? Il haussa les épaules. Autant qu'ils servent à quelqu'un plutôt que de moisir. Je les apporte demain matin. 5 minutes après son départ, je fixais encore l'endroit où il s'était tenu. Quand j'ai raconté ça à Marissa, elle a poussé un cri si aigu qu'un écureuil s'est échappé par la grille d'aération du salon. Je te le dis, cette maison a des anges gardiens. Ou au moins des voisins très désœuvrés. Les placards sont arrivés le lendemain. Il manquait quelques portes, l'un d'eux avait une odeur suspecte neutralisée au vinaigre et à la prière, mais ils étaient solides. Du vrai chêne. Pas l'aggloméré bon marché qu'on n'aurait jamais pu s'offrir. Marissa a poncé les façades et les a peintes du bleu marine profond de son fameux rêve. On a ajouté des poignées dorées, trouvées au marché aux puces pour moins de $10 au total. Et soudain, la pièce n'était plus seulement habitable. Elle était belle. Un soir, on s'est assise sur le sol de la cuisine, adossée au mur fraîchement peint, la sueur séchant dans nos nuques, buvant du soda éventé dans des mugs parce qu'on n'avait pas encore déballé les verres. Je ne crois pas qu'ils reconnaîtraient l'endroit s'ils entraient ici, dis-je. Marissa hocha la tête. Tant mieux. La musique Hello fit tourner encore dans l'autre pièce, devenue la bande-son de notre rénovation. Mes bras me faisaient mal. Ma chemise était irrécupérable. J'avais une ampoule au pouce d'avoir trop serré le pinceau. Mais je ressentais quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. De la fierté. La maison n'était pas parfaite. Loin de là. Moi non plus. Et peut-être que c'était ça, le vrai point. Le jour où j'ai emménagé pour de bon, il pleuvait. Pas une pluie dramatique. Juste une bruine persistante, indécise. Comme si le ciel hésitait à pleurer. Exactement comme moi. Les sols étaient finis. Les murs peints. Les placards brillaient en bleu et or. On avait remplacé la porte d'entrée par une trouvaille de casse, peinte rouge pompier, parce que, selon Marissa, un retour mérite une entrée théâtrale. Il n'y avait pas encore de canapé, ni de vraie table à manger. Juste un matelas au sol. Ma plante paos, à moitié mourante, mais fidèle, près de la fenêtre. Mon vieux tourne-disque posé fièrement sur une caisse en plastique. Je fis tourner un vinyle poussiéreux de Fleetwood Mac pendant que je déballais mes assiettes chinées et des mugs dépareillés récupérés au café. Rien n'était assorti. Ça n'avait aucune importance. Tout était à moi. Et pourtant, alors que la pluie perlait contre les vitres et que la lumière chaude enveloppait la pièce, un battement nerveux persistait dans ma poitrine. Parce qu'aujourd'hui, pour une raison que je n'arrive toujours pas à expliquer, je les avais invités. Chelsea. Mes parents. Marissa avait soupiré quand je le lui avais dit. Tu es sûre? Tu ne leur dois rien. Surtout après, tout ça. Je sais. Mais je veux qu'ils voient ce que j'ai construit. Pourquoi? Avait-elle demandé doucement. Parce qu'une part de moi veut encore qu'ils disent que c'est suffisant. Je détestais cette vérité. Mais elle était là. Elle ne m'a pas contredite. Elle m'a juste lancé ce regard inquiet et loyal à la fois. Alors mais la combinaison. Celle qui te donne l'air d'une artiste recluse, riche d'un héritage émotionnel compliqué. À 15h15, j'ai entendu les pneus crisser sur le gravier. Leur SUV paraissait ridiculement massif devant ma petite maison. Quelques secondes plus tard, les portières se sont ouvertes. Chelsea est descendue en bottines à talons, totalement inadaptée au trottoir fissuré. Mes parents la suivaient, veste coupe-vent assortie, comme une caricature ironique de famille de banlieue solidaire. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne frappe. Chelsea cligna des yeux. Attends, c'est le même endroit? Je hochai la tête, essayant d'ignorer mes doigts qui tiraillaient nerveusement la manche de ma combinaison. Entrez. Ils franchirent le seuil avec hésitation, comme s'ils n'étaient pas sûrs d'être au bon endroit. Leurs regards balayèrent la pièce, le parquet brillant, les moulures restaurées, les placards bleu marine captant la lumière dorée du soleil couchant. Ma mère rompit le silence. Eh bien, c'est très différent. Mon père laissa échapper un sifflement discret. Tu as fait tout ça? Oui. Avec Marissa.
Et un peu d'aide du voisin. Chelsea s'avança lentement vers la cuisine, effleurant les poignées dorées. C'est vraiment impressionnant. Elle se tourna vers moi avec une expression que je n'avais pas vue depuis des années. Ce n'était ni du sarcasme, ni de l'admiration performative. C'était de la surprise. Pure. Non filtrée. Comme si elle ne m'avait jamais cru capable d'un tel exploit. Je ne savais pas si je voulais rire ou hurler. Je pensais que ce n'était pas récupérable, ajouta-t-elle. On aurait dit qu'une météorite était tombée dessus. Franchement, ça aurait été moins de travail, répondis-je avec un sourire mince. Ma mère jeta un œil dans le couloir, puis dans la salle de bain encore inachevée. Tu as beaucoup travaillé. Impossible de savoir si c'était un compliment ou un avertissement. À ce moment-là, Marissa entra par la porte arrière, en jean taché de peinture, un plateau de limonade dans les mains. Offrande pour la famille royale. Annonça-t-elle gaiement en tendant un verre à Chelsea sans attendre sa réaction. Chelsea, prise de court, murmura. Merci. On s'est regroupé autour de l'îlot, notre vieux billot solidement fixé, et on a bu la limonade comme si c'était du champagne. Le silence était dense. J'attendais. Un mot. Une phrase. Peut-être même, on s'est trompé. Mais rien. Pourtant, en les regardant parcourir les pièces, j'ai vu la vérité dans leurs expressions. Chelsea ne faisait pas semblant. Elle était impressionnée. Et mes parents avaient l'air de ne plus savoir où me mettre. Je n'étais plus la jumelle discrète qui vivait dans l'ombre. Plus maintenant. À cet instant, debout pieds nus sur le parquet, je me tenais droite, les regardant admirer ce qu'ils pensaient que j'étais incapable de faire. Je n'avais pas besoin de leur validation. Je l'avais déjà construite moi-même, de mes propres mains. La première fois que Chelsea m'a demandé de lui prêter la maison, ça paraissait assez innocent. Juste quelques amis, a-t-elle dit en faisant tourner ses clés autour de son doigt. Rien de dingue. Tu n'es même pas obligé d'être là. J'ai hésité. Tu veux organiser quelque chose ici? Juste une petite soirée cocktail, a-t-elle ajouté rapidement. Ton rooftop est incroyable maintenant qu'il est sécurisé, et j'ai déjà dit à tout le monde que tu avais tout refait. Ça va te faire passer pour une vraie visionnaire. C'était formulé comme un compliment, comme si sa fête était en quelque sorte pour moi. Je voulais dire non. Tout mon corps se raidissait, avec cette sensation qu'on me repoussait à nouveau dans l'ombre. Mais elle avait déjà décidé. T'inquiète, ça restera chic. Promis. J'aurais dû l'arrêter là. Mais je ne l'ai pas fait. Et quand je suis rentrée le lendemain matin après mon service tôt au café, l'odeur m'a frappée en premier, vin, sueur, parfum bon marché. Puis les images. Des verres tachés de rouge à lèvres entassés dans l'évier. Des croûtes de pizza fossilisées sur la table basse. Et du vin rouge, vif, irréversible, imbibé dans le tapis crème que j'avais chiné la semaine précédente. La baie vitrée du rooftop était restée ouverte, laissant entrer une brise chargée du parfum de quelqu'un. Je suis sortie. Des bouteilles de bière alignées le long des rambardes. L'une d'elles renversée, dégoulinant sur les lattes du sol. Un pot de salsa vide planté dans une jardinière. Mes pavés décoratifs brisés en deux. J'ai eu la nausée. Ma maison. Mon refuge. Ma guérison. Saccagée. Et au milieu de tout ça, affalée dans l'une des chaises de patio que j'avais restaurées, il y avait Chelsea. Toujours maquillée de la veille, sirotant un café glacé comme si elle était chez elle. Elle m'a souri en me voyant. Et, Zo. Soirée épique, non? Tu te fous de moi? Ma voix s'est brisée, la colère montant d'un coup. Tu avais dit quelques personnes, pas une rave. Elle a haussé les épaules, imperturbable. C'était pas si terrible. Tout le monde a adoré l'endroit. Tu aurais vu comme ils étaient jaloux quand je leur ai dit que je l'avais conçu avec toi. Je l'ai fixé, sidéré. Tu leur as dit que tu avais aidé à concevoir ça? Enfin, j'étais là pendant la pendaison de crémaillère. Ça compte, non? Non, Chelsea. Ça ne compte pas. C'est ma maison. Tu n'as pas le droit de la traiter comme une poubelle et d'y coller ton nom. Elle a levé les yeux au ciel en se levant.
Détends-toi. Ce n'est pas comme si j'avais cassé quelque chose d'important. J'ai pointé le tapis. C'était un tapis vintage en laine. On n'en trouve plus. Elle a cligné des yeux, indifférente. Tu t'attaches beaucoup trop aux choses. Et toi, pas assez aux limites des autres. Les mots sont sortis avant que je puisse les adoucir. Elle s'est arrêtée, puis a esquissé un sourire en coin. Mon Dieu, tu deviens vraiment dramatique quand tu crois qu'on marche sur ton petit empire. Je n'ai rien répondu. Je me suis simplement retournée, suis rentrée dans ma maison et j'ai verrouillé la porte derrière elle. Elle a frappé une fois, légèrement, comme pour plaisanter. Sérieusement. Je n'ai pas ouvert. Le lendemain matin, j'ai appelé un serrurier. Nouvelle serrure, nouveau code. Parce que j'en avais fini de laisser les gens entrer et sortir de ma vie comme s'ils avaient construit les murs pour lesquels j'avais saigné. Cela faisait exactement une semaine depuis la fête. 7 jours de silence de la part de Chelsea. 5 depuis que j'avais changé les serrures et ignoré son message dramatique. Waouh. D'accord. Profite bien d'être la jumelle aigrie. Je pensais peut-être, juste peut-être, que nous entrions dans une nouvelle phase. Plus calme. Une phase où on me laisserait tranquille pendant que je continuais à bâtir cette vie avec mes 2 mains et mes ongles ébréchés. Puis ma mère est arrivée. Sans message, sans appel. Juste son SUV argenté tournant au ralenti dans l'allée pendant que j'arrachais les mauvaises herbes des parterres fissurés. Elle est descendue, vêtue de ses tons neutres habituels, rouge à lèvres parfaitement assortie à son cardigan, un agenda en cuir zippé à la main comme si elle se rendait à une réunion de parents d'élèves. Je me suis redressée lentement, la terre encore sous les ongles. Zoé, a-t-elle dit avec un sourire doux auquel je ne faisais pas confiance. On peut parler ? Tous mes instincts hurlaient non. Mais je me suis écartée pour la laisser monter sur le perron. Elle ne s'est pas assise. Elle a regardé autour d'elle, observé les boiseries peintes, le romarin en pot sur le rebord de la fenêtre, l'odeur citronnée de la bougie que Marissa avait laissée allumer ce matin-là. C'est vraiment très joli, a-t-elle dit, presque rêveuse. Je n'étais pas sûre qu'on puisse redresser l'endroit, mais tu l'as fait. Merci, ai-je répondu sèchement. Puis le ton a changé. Plus doux. Calculé. Nous avons un problème avec Chelsea, a-t-elle commencé en joignant les mains. Elle traverse une période difficile. Je l'ai fixée. Elle a dû vendre l'appartement. Quoi ? Pourquoi ? Quelques soucis financiers. Carte de crédit, ce genre de choses. J'ai presque ri. C'est ce qui arrive quand ta garde-robe coûte plus cher qu'un semestre de fac. Ma mère n'a pas bronché. Ce n'est pas le moment pour le sarcasme, Zoé. Elle a vraiment besoin d'aide. Elle n'a nulle part où aller. D'accord, ai-je dit lentement. Et en quoi ça me concerne ? Et c'est là qu'elle a souri. Ce sourire aux lèvres pincées, chargé de pitié, qui signifiait toujours que j'allais perdre quelque chose. Eh bien, a-t-elle dit en sortant une chemise cartonnée de son sac, ton père et moi avons revu certains documents, et techniquement, l'acte de propriété de cette maison est toujours à notre nom. Je me suis figée. De quoi tu parles ? Elle a posé la chemise sur la rambarde du perron, la tapotant comme s'il s'agissait d'une simple brochure informative. Nous n'avons jamais officiellement transféré la propriété, ma chérie. Ça a toujours été notre bien. Nous t'avons laissé l'utiliser, bien sûr. Mais maintenant que Chelsea en a besoin. Non, ai-je coupé, la voix tranchante. Non. Vous me l'avez donné. Elle a penché la tête. Nous t'avons donné les clés. Ce n'est pas la même chose. Le sang bourdonnait à mes oreilles. J'ai eu l'impression que le sol sous mes pieds devenait du sable. J'ai reconstruit cette maison, ai-je dit. Avec mon argent. Mon temps. Mes mains. Je sais, a-t-elle répondu doucement. Et nous t'en sommes reconnaissants. Mais Chelsea a besoin de stabilité en ce moment. Je l'ai regardée, incrédule. Vous êtes en train de donner ma maison à elle ? Zoé, a-t-elle soupiré comme si j'étais une enfant. Ne rendons pas ça moche. Tu as fait un travail merveilleux ici, mais juridiquement, ça nous appartient toujours. Et Chelsea est aussi de la famille.
Nous ne te prenons rien. Nous réorganisons simplement les choses. Je ne suis pas un canapé, ai-je lancé. Son sourire a vacillé. C'est déplacé. Non, ce qui est déplacé, c'est de me refiler les ruines de votre piège à incendie oublié et de me les arracher dès qu'elle foire encore une fois. Baisse d'un ton, a-t-elle averti. Les voisins. Qu'ils entendent. Ai-je crié, le cœur battant à tout rompre. Peut-être qu'ils devraient voir dans quelle famille j'ai grandi. On est resté là, face à face, dans un silence qui vibrait derrière les côtes. Puis elle a repris la chemise cartonnée. On te laisse quelques semaines pour rassembler tes affaires, a-t-elle dit, retrouvant sa voix polie. Nous ne sommes pas des monstres. Et sur ces mots, elle a tourné les talons et est descendue du perron comme si de rien n'était, comme si elle ne venait pas de me vider de l'intérieur. Je ne l'ai pas suivie. Je ne pouvais pas bouger. Je suis restée là, le souffle coincé dans la poitrine, tandis que le poids de tout ça me tombait dessus. J'avais tout donné à cette maison. Et elle ne m'avait jamais appartenu. Cette nuit-là, la maison ne m'a plus semblé être la mienne. Chaque grincement du plancher, chaque retouche imparfaite que j'avais peinte avec soin me paraissait lointaine, comme si j'étais déjà un fantôme entre ces murs. Je n'ai pas allumé la lumière du perron. Je n'ai même pas verrouillé la porte. À quoi bon? Marissa est venue sans prévenir. Elle est entrée avec la clé que je lui avais donnée des mois plus tôt, 2 bouteilles de vin rouge bas de gamme et un sachet de pop-corn pour micro-ondes à la main. Elle n'a rien dit en me voyant recroquevillée sur le matelas nu, toujours dans le hoodie que je portais depuis le matin. Elle s'est simplement assise au pied du lit et m'a tendu un verre. Bois. Je l'ai pris sans y toucher. En fond, un vieux disque de Fleetwood Mac tournait encore, l'un des rares que je n'avais pas encore rangé. Landslide. Ironique. J'aurais dû m'en douter, ai-je murmuré en fixant le mur. Marissa s'est appuyée sur ses coudes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. La visite. Le dossier. Le sourire tordu. Le langage juridique camouflé en inquiétude parentale. La façon dont ma mère m'avait appelée, ma chérie, tout en m'expulsant de la seule chose que j'avais réellement construite. Quand j'ai fini, ma voix était sèche, plate, comme si ce n'était plus mon histoire. Marissa ne m'a pas interrompu une seule fois. Elle a juste hoché la tête et rempli mon verre. Donc ils vont vraiment la donner à Chelsea? Oui. Et elle va l'accepter sans sourciller. Un rire amer m'a échappé. Évidemment qu'elle va l'accepter. Elle pense sûrement que c'est déjà chez elle. Elle croit peut-être que c'est moi qui lui ai emprunté. Marissa a balayé la pièce du regard. Les placards bleu marine. Les étagères faites main. Les affiches qu'on avait fixées avec tant de soin. Puis elle s'est tournée vers moi avec un sourire calme, dangereux. Très bien, a-t-elle dit. Qu'ils l'apprennent. J'ai cligné des yeux. Pardon? Tu m'as entendu. Qu'ils l'apprennent. Ma poitrine s'est serrée. Marissa, je ne vais pas juste la leur laisser. Pas comme ça. Elle s'est redressée, jambes croisées, l'énergie changeant dans la pièce. Pas comme ça. Pas fini. Je l'ai regardé. Quelque chose en moi se réveillait lentement. S'ils veulent cet endroit à ce point, a-t-elle continué, alors peut-être qu'on le leur rend comme ils te l'ont donné. Le silence est retombé. Puis j'ai ri. Une seule fois. Bref. Sec. C'était absurde. Mesquin. Parfait. Tu veux le saccager? Ai-je demandé lentement. Pas le saccager, a-t-elle répondu, une lueur malicieuse dans les yeux. Le réinitialiser. Je l'ai fixé. On le remet dans l'état où tu l'as reçu. Pas de vol, pas de violence. Juste, de la soustraction. Le vin a enfin diffusé sa chaleur dans ma poitrine. Ils ont dit que ça avait toujours été à eux. Exactement, a-t-elle dit calmement. Donc on ne prend rien qui ne nous appartient pas. On enlève juste ce qui est à toi. Un calme étrange m'a envahi. Le désespoir, la honte, l'impuissance ont commencé à se dissiper, pas complètement, mais assez pour laisser place à quelque chose de plus froid, plus net. Et le câblage?
ai-je demandé. Marissa a levé un sourcil. Dis-m'en plus. J'en ai réparé la majeure partie moi-même. Certaines prises sont instables. J'ai tout documenté. Je sais ce qui est sûr et ce qui ne l'est pas. Elle a hoché la tête. Donc si quelqu'un surcharge le système, ce serait dommage. Un lent sourire a étiré ses lèvres. Je baissai les yeux vers mes mains, sèches à force de frotter, marquées par les échardes et les clous, mais parfaitement stables. Cette maison n'était pas sûre quand ils me l'ont donnée, ai-je murmuré. Pourquoi devrait-elle l'être quand je la rends? Marissa a fait teinter son verre contre le mien. Ça, c'est de la poésie. Nous sommes restés là un moment, à siroter notre vin dans la lueur orange du tourne-disque. Dehors, le vent faisait frissonner la clôture brisée. Dedans, quelque chose de nouveau prenait racine. Pas le chagrin. Pas la rage. Le contrôle. Pour la première fois, je n'attendais plus qu'on me voie. J'allais m'assurer qu'on me voie. Les derniers jours dans la maison furent silencieux d'une manière presque sacrée, comme si on vidait une chapelle avant qu'elle ne soit transformée en casino. Je n'ai pas mis de musique. Je n'ai pas allumé de bougie. Chaque geste était chirurgical. Marissa et moi travaillions en parfaite synchronisation, la plupart du temps sans parler. Nous avons enveloppé la verrerie dans de vieux torchons, plié les couvertures chinées dans des cartons, transporté ce que nous pouvions jusque dans le garage de Karl à la nuit tombée. Il n'a posé aucune question. Il a simplement déverrouillé la porte latérale et hoché la tête. Les placards aussi? A-t-il demandé, les bras croisés. J'ai hésité. Pas la cuisine. Le bleu marine reste. Karl a esquissé un sourire. Bonne décision. Ça, c'est une pièce forte. Au troisième aller-retour, il ne restait plus que la structure. Les murs que je ne pouvais pas emporter. Les sols que j'avais poncés. Les installations que nous avions fixées avec fierté et qui pendaient désormais avec indifférence. La statue d'ange, je l'avais emballée en premier. Marissa l'a gardée sur ses genoux pendant tout le trajet jusqu'au garage de Karl. Celle-là ne prendra plus jamais la poussière, avait-elle murmuré comme si c'était une relique. La veille de l'emménagement de Chelsea, nous avons revu le câblage. J'ai ressorti mes notes, chaque croquis, chaque prise étiquetée, plutôt sûre, ou, ne pas toucher. Marissa, lampe torche à la main, est montée sur une échelle et a légèrement desserré une prise de la cuisine. On ne la casse pas. On la déstabilise. J'ai hoché la tête. Le circuit du salon saute quand trop d'appareils sont branchés. Tu te souviens du mixeur et du radiateur? Oui. Ça a grillé le grille-pain. Voilà. Ce sera notre point de rupture. Nous n'étions pas des incendiaires. Nous ne posions pas de pièges. Nous partions simplement en laissant la structure revenir à son état initial, fragile, avec une légère impulsion. Tout ce que nous avions ajouté, la lumière, la couleur, la vie, avait disparu. Il ne restait que ce qu'il m'avait donné. Le matin de la remise des clés, je n'ai pas dit au revoir à la maison. Je n'ai pas caressé les murs. Je n'ai pas inspiré un dernier souvenir. Je me suis contentée de jeter un dernier regard à l'espace vide où trônait mon tourne-disque, puis j'ai fermé la porte. À 16h17 précise, Chelsea est arrivée avec un camion de déménagement beaucoup trop grand pour le peu qu'il lui restait sans doute. Elle est descendue en tenue athléisure, basket compensée aux pieds, téléphone déjà levé, en train de filmer une story. Dites bonjour à ma nouvelle maison, les besties. A-t-elle lancé à ses abonnés en pivotant pour montrer la porte rouge derrière elle. J'observais depuis le coin de la rue, garé 2 maisons plus loin, moteur éteint. Marissa était côté passager, mâchonnant le bout de sa paille comme un cigare. Elle branche la ring light, marmonna Marissa sans quitter la fenêtre des yeux. Oh mon Dieu, prise numéro 1. Je n'ai rien dit. Je le sentais. Les fils légèrement desserrés. Les charges déséquilibrées. Le tableau électrique réglé pour tenir, à un souffle près. Quelques prises de plus. Quelques interrupteurs. Puis l'étincelle. Pas spectaculaire. Juste la première. Un éclat derrière les rideaux du salon. Puis la fumée. Noire. Épaisse. Rapide.
Le premier cri n'a retenti que lorsque le feu avait déjà atteint les poutres du plafond. Et quand il est venu aigu, paniqué, indéniablement celui de Chelsea, il a déchiré l'air comme une sirène. Marissa et moi avons regardé en silence. Les voisins ont commencé à sortir de chez eux. Quelqu'un a appelé les urgences. Quelqu'un d'autre a hurlé le prénom de Chelsea. Elle est sortie. Évidemment qu'elle est sortie. Titubante, en chaussettes, le mascara coulant, serrant un petit sac contre elle comme une bouée de sauvetage. Puis elle s'est retournée. La maison était engloutie. Les flammes léchaient les rambardes du perron, jaillissaient des bouches d'aération du rooftop. Les vitres ont éclaté avec de petits claquements sourds sous la pression de la chaleur. J'ai ouvert ma portière et je suis montée sur le trottoir. Mes parents sont arrivés quelques minutes plus tard, freinant dans un crissement d'horreur synchronisé. Ma mère a couru vers Chelsea. Mon père est resté figé, les yeux rivés sur les flammes. Puis il m'a vu. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas crié. J'ai simplement soutenu son regard avec quelque chose de plus froid que la défiance. La vérité. Voilà ce que vous m'avez donné. Voilà ce que ça vous a rendu. Les pompiers sont arrivés trop tard pour faire autre chose que contenir les dégâts. En moins d'une heure, c'était terminé. La structure s'est affaissée sur elle-même, comme une maison se repliant dans son propre mensonge. Marissa se tenait à côté de moi, bras croisés, lorsque la dernière poutre a cédé, envoyant des gerbes d'étincelles dans le ciel du crépuscule. Elle a fait ça, ai-je murmuré doucement en regardant les voisins chuchoter pendant que les flammes teintaient le ciel d'orange. Elle a poussé trop loin, et personne n'a posé de questions. Pas ceux qui m'avaient vu frotter ce perron pendant des semaines. Pas ceux qui avaient vu Chelsea entrer avec sa caméra et son arrogance. La maison avait disparu. Mais moi, j'étais toujours debout. Le lendemain matin, l'air sentait encore la fumée. Elle s'accrochait à mes vêtements, à l'habitacle de ma voiture, au fond de ma gorge comme quelque chose de personnel. Je n'ai pas dormi. Marissa non plus. Nous étions garés dans l'allée de Karl avant le lever du soleil, buvant un café de station-service en regardant les équipes de nettoyage emporter du bois calciné et du métal tordu hors de ce qui avait été ma maison. Ou la leur. Ou plus celle de personne. De l'autre côté de la rue, Chelsea était assise dans le SUV de nos parents, enveloppée dans une couverture, faisant défiler son téléphone d'un geste absent. Ses yeux étaient rouges, pas à cause de la fumée. À cause de la rage. Elle a levé les yeux une fois et m'a vu. Elle n'a pas détourné le regard. Moi non plus. Elle savait. Mais elle ne pouvait rien prouver. Quand les pompiers ont inspecté les dégâts, le premier mot du capitaine a été « câblage défectueux ». Prise surchargée. Disjoncteur défaillant. Cause classique. Et moi, j'avais les preuves. Les notes. Les schémas. Les avertissements discrets que j'avais donnés à ma mère quand elle avait balayé ça d'un geste doux de la main. Ils pensaient pouvoir reprendre ce qu'ils n'avaient pas construit. Ils n'ont jamais demandé si ça tiendrait. Quand le dernier PN de toit s'est effondré et que l'équipe a balayé le trottoir, j'ai remarqué les voisins dehors. Ils ne regardaient pas avec jugement. Mais avec compréhension. Karl se tenait près de sa clôture, bras croisés, menton relevé, hochant lentement la tête. Il n'a rien dit. Mais je l'ai lu sur son visage. Il savait exactement ce qu'il m'avait fait. Et ce que j'avais fait en retour. Mes parents se sont approchés quand les dernières braises ont cessé de siffler. Le visage de ma mère était ravagé par le chagrin et l'incrédulité. Une main sur sa poitrine, l'autre serrant toujours son agenda, comme si une page pouvait réparer ça. C'était « notre maison », a-t-elle murmuré. Non, ai-je répondu doucement. Elle ne l'a jamais été. Mon père a plissé les yeux. On t'a donné une chance, et voilà ce que tu en fais? Vous m'avez donné une épave, ai-je répliqué. Vous m'avez donné des cendres et vous m'avez dit d'en faire un palais. Et quand j'y suis arrivé, vous avez voulu le reprendre. Vous n'avez pas le droit de pleurer maintenant. Chelsea est sortie de la voiture, les bras serrés contre elle. C'est toi qui as fait ça, a-t-elle sifflé, basse, tremblante de rage. C'est toi, ai-je répondu encore plus bas. Tu as poussé trop loin. Le silence qui a suivi n'était pas vide.
Il était plein. Plein de tout ce qu'il n'avait jamais admis. Chaque préférence déguisée. Chaque comparaison. Chaque « pourquoi tu ne peux pas être plus comme elle ?» Et pour une fois, il n'avait rien à dire. Je suis partie avant qu'il trouve des mots. Moi, j'avais déjà les miens. Une semaine après l'incendie, j'ai regardé un homme venu de Craigslist charger ma table basse mid-century dans l'arrière de son pick-up. Il ne m'a pas demandé pourquoi je la vendais. Je n'ai rien expliqué. Elle était restée dans le garage de Karl, avec le reste des meubles que Marissa et moi avions sauvés, les fauteuils dorés aux reflets chauds, les tabourets de cuisine peints en verre forêt mat, quelques miroirs vintage, même la statue d'ange à moitié fondue que j'avais enveloppée dans une couverture polaire avant de la déposer dans un bac en plastique. Pièce après pièce, je laissais partir. Karl se tenait à côté de moi, bras croisés, regardant le pick-up s'éloigner. « Tu es sûr que ça va ?» a-t-il demandé en désignant les objets restants. « Oui, ai-je répondu, même si ça tirait un peu à l'intérieur. Ce ne sont que des choses. Tu as tout construit de zéro. Ce qui veut dire que je peux recommencer, ai-je dit, surprise par la certitude dans ma voix. Il a hoché la tête. Tu es plus solide que tu en as l'air, Zoé. J'ai souri. Apparemment, je n'avais pas le choix. L'histoire avec l'assurance a été un désastre. Chelsea avait branché une ring light, un fer à boucler, 2 chauffages d'appoint et une cave à vin électrique sur la même multiprise surchargée. Le rapport était limpide. Négligence. Ce seul mot a anéanti leur indemnisation. Pas de chèque. Pas de reconstruction. Pas de sauvetage miraculeux. J'ai appris plus tard que mes parents avaient dû refinancer une partie de leur propre maison pour couvrir les frais de nettoyage. Je n'ai pas posé de questions. Je ne me suis pas réjouie. Je me suis simplement mise en retrait, parce que ce n'était plus mon fardeau. J'ai pris des heures supplémentaires au café. Je suis retournée à mes habitudes. Marissa, fidèle à mes côtés, m'a aidé à mettre en vente chaque objet que nous avions stocké. Petit à petit, j'ai réuni assez pour verser une caution. Le nouvel appartement n'était pas grand-chose. Mais il serait à moi. Pendant ces semaines, j'ai appris quelque chose. Pas seulement à carreler une salle de bain ou à poncer des planchers. J'ai appris à tenir debout quand tout ce que tu as construit est arraché. Et surtout, j'ai appris à ne plus demander la place que je pouvais revendiquer moi-même. Je n'ai pas dit à mes parents où j'emménageais. Je n'ai pas redonné mon numéro à Chelsea. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas sentie coupable. Je me suis sentie libre. 1 an plus tard, mon appartement sent les agrumes et la peinture fraîche. L'espace est petit, un studio aux lattes irrégulières et aux fenêtres qui tremblent quand le vent se lève, mais je l'aime comme un bijou de couronne. Les murs sont couverts de croquis encadrés que Marissa m'a offerts. L'un représente la porte rouge. Un autre, nos placards bleu marine. Et un troisième, un ange brisé recollé, esquissé au crayon avec des traits doux. Marissa est assise en face de moi à la minuscule table à manger, mangeant des nouilles froides directement dans la boîte en carton et riant d'un commentaire laissé sur notre blog. « Écoute ça », dit-elle entre 2 bouchées. « Est-ce que c'est normal de pleurer en regardant quelqu'un arracher du lino ? Vous rendez les gens émotifs avec du joint de carrelage. » Je souris. Nous sommes des artistes du brisé. Ce qui avait commencé comme un journal privé est devenu une communauté. De seconde chance et de sûre. J'écris sur la reconstruction. Pas seulement des maisons, des vies, des choix, des limites. Le samedi, nous organisons des ateliers. Surtout des femmes. Souvent fatiguées. Presque toujours prêtes à récupérer quelque chose qu'on leur a pris. Je ne raconte pas toute mon histoire tout de suite. Mais quand quelqu'un finit par demander, parce qu'on me le demande toujours, ce qui s'est passé avec l'incendie, je souris doucement et je dis. Parfois, la seule façon de reconstruire, c'est de brûler ce qui ne vous a jamais appartenu. Puis je bois une gorgée de café, je regarde autour de moi ce petit chez-moi dépareillé et magnifique, et je ressens une paix qui ne vient pas du fait d'avoir plu. Elle vient de savoir ce que je n'accepterai plus jamais.